Chapitre 3, nous pouvons à présent attaquer la charge et la décharge d'une inductance, exactement comme nous avions fait il y a quelques vidéos de cela, maintenant la charge et la décharge d'un condensateur. On va pouvoir gagner un petit peu de temps parce que du point de vue calculatoire, les choses se passent de façon très similaire. Donc sur la technique de calcul, on peut aller un peu plus vite. L'idée, c'est que on va mettre en série donc une inductance avec une résistance, c'est ce qu'on peut appeler une cellule RL ou LR, peu importe. Et puis on va connecter ça à une source de tension. Et le cas échéant, on pourra aussi décharger en court-circuitant la cellule RL en la mettant à zéro par le biais d'un interrupteur qu'on n'a pas représenté ici. La mise en équation ne pose aucune espèce de difficulté. Donc grand E, c'est la tension de la source. On pose un sens a priori du courant I, et puis on représente les deux composants inductance et résistance en convention récepteur, si bien que les équations deviennent UL égale L dI sur dt et UR égale RI. Oui, il faut aussi préciser, c'est un détail que je n'ai pas dit, évidemment la relation courant-tension UL égale L dI sur dt, elle est valable en convention récepteur. Si vous mettez en convention générateur, il faut mettre un signe moins. C'est vrai aussi pour le condensateur. La mise en équation, on la pose directement en mettant grand E dans le second membre. Vous avez la somme des deux tensions UL plus UR est égale à grand E. Ça donne LDI sur dt plus RI est égal à E. On écrit ça sous forme canonique, c'est-à-dire qu'on met à 1 le coefficient qui est devant la dérivation. Ça donne DI sur dt plus R sur L fois I est égal à E sur L. Et c'est une équation différentielle du premier ordre qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à celle du condensateur, à ceci près que celle-ci porte sur le courant et non pas sur la tension U aux bandes du condensateur. Donc c'est une équation différentielle. La technique de résolution va être la même, mais il faut bien comprendre quand même que physiquement il y a une différence parce que cette équation porte sur le courant qui traverse la cellule. Donc formellement, on va procéder exactement comme nous l'avions fait pour le condensateur. Il faut résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire sans second membre, et puis ensuite, il faudra trouver une solution particulière. Et au-delà des maths, au-delà de la résolution mathématique, il faut aussi donner du sens physique, puisque ici, euh, en fait, l'équation porte sur le courant, et par conséquent, ça va avoir un impact sur l'interprétation de la solution, notamment de la solution particulière. Voilà, donc un petit peu poser les principaux éléments qu'il faut bien comprendre une fois qu'on a posé cette équation différentielle. On va aussi utiliser le concept de constante de temps, puisque formellement, la résolution est vraiment la même. Donc on va poser l'équation homogène, di sur dt plus, enfin, égale moins r sur l fois i. Et voilà, on pose taux égal, en fait c'est L sur R. Donc la constante de temps se calcule également à partir des deux éléments de la cellule, L et R. Alors, et bien sûr, ici, on ne le fait pas, mais je vous encourage à faire l'analyse dimensionnelle pour vérifier que taux est bien homogène à un temps, en secondes. La résolution est très similaire. À partir de l'équation précédente, on écrit di sur i est égal à moins dt sur taux. Donc, en intégrant, ça donne logarithme népérien de i est égal à moins t sur taux plus une constante d'intégration, puisqu'on intègre. Et quand on prend les exponentielles des deux membres, on obtient i de t est égal à k, une autre constante. En fait, c'est exponentielle de la première constante, k que multiplie exponentielle de moins t sur taux. Donc vous voyez que finalement, formellement, on a exactement la même expression
de la solution de l'équation homogène, mais encore une fois, c'est sur le courant. I de t est égal à k fois exponentielle de moins t sur tau. La solution particulière s'établit aussi de façon assez similaire, c'est-à-dire qu'on va admettre, ça résulte aussi de l'observation d'une expérience, que si on attend un temps suffisamment long, dI sur dt tend vers 0. Le courant I tend vers une valeur asymptotique, constante, si bien que pour t qui tend vers plus l'infini, dI sur dt tend vers 0. Et par conséquent, la solution de l'équation, la solution particulière, c'est tout simplement RI égale E, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tension au bord de l'inductance, puisqu'il n'y a plus de variation du courant, et vous avez I est égal à E sur R. À la fin des comptes, toujours selon la méthode, le courant cherché, c'est la somme de la solution à l'équation homogène plus la solution particulière. Donc ça donne K fois exponentielle de moins t sur tau plus E sur R. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous reste à déterminer la constante d'intégration. Et pour ce faire, comme d'habitude, il faut convoquer la condition initiale. Ici, une seule condition initiale suffit, puisque c'est une équation différentielle du premier ordre, et par conséquent, il y a une seule constante d'intégration. Alors, les conditions initiales, évidemment, tout dépend de l'expérience, mais en général, le courant I à t égale 0 est nul. Et par conséquent, en remplaçant dans l'équation tout en haut de la page, puisque exponentielle de 0, ça fait 1, vous obtenez E plus E sur R égale 0. Et par conséquent, K est égal à moins E sur R, et à la fin des comptes, on obtient I de t est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Alors, bien sûr, j'encadre en rouge, mais il ne faut certainement pas retenir par cœur, c'est pas nécessaire, mais ça s'établit rapidement. Vous voyez que si vous avez fait cette démonstration 2 ou 3 fois, vous allez la retenir. Toujours utile de vérifier l'homogénéité de l'équation. E sur R, c'est bien un courant. Et 1 moins exponentielle de moins t sur tau, tout ça c'est adimensionnel, donc ça fonctionne. Alors I de t, en tracé rapide, I de t tend asymptotiquement vers la valeur finale grand E sur R, si on attend suffisamment longtemps. Et puis on a une branche d'exponentielle, exactement comme pour le condensateur, avec la courbe de charge. Et si maintenant on court-circuite la cellule avec un interrupteur en mettant directement au 0 volt à la masse, on a une décharge et deux courbes qui sont symétriques puisque la constante de temps tau vaut à la fois pour la charge et la décharge. Et puis vous avez aussi l'idée selon laquelle, par exemple en charge, au bout d'un temps t égale tau, vous avez 63% de la valeur asymptotique. Et je rappelle aussi, au bout du temps t égale 3 tau, vous aurez 95% de la valeur asymptotique. Voilà, c'est des classiques, hein, mais c'est bien de connaître ces valeurs-là parce que l'électronicien y est confronté régulièrement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de neuf, mais il faut bien comprendre que cette équation différentielle, c'est vraiment la grosse différence, elle porte sur le courant.